Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons parler des addictions, mais aussi de la dépendance et essayer de faire la différence entre les deux. Je vous ai amené un coquillage avec un nombre d'or qui tient lieu de mesure et je vous ai amené un crâne qui tient lieu de mesure également. On verra tout à l'heure pourquoi toutes ces mesures sont importantes. Lorsqu'on parle d'harmonie, évidemment, on parle de rapport, de proportion, et que ce soit avec les sons ou les formes, que ce soit avec notre intériorité en résonance avec le milieu, eh bien, ces notions d'harmonie sont très essentielles. Lorsqu'on regarde ce qui est dit sur les addictions, bien, c'est toujours, on revient toujours à la même chose, qu'en fait, on a des comportements compulsifs irraisonnés qui ne sont pas dus à des causes très complexes, mais qui donnent ensuite des schémas mentaux, eux, très complexes. En fait, quand je veux vous parler des addictions ou de la dépendance, je ne veux pas vous en parler dans ces termes-là. On les évoquera juste seulement pour mémoire, parce que ce qui n'est pas dit, c'est la cause réelle de l'addiction. À chaque fois qu'on prend un problème symptomatique, malheureusement, on reste à ce niveau symptomatique. Et on va nous parler de neurotransmetteurs, mais on ne va pas nous parler d'énergétique et d'harmonie des centres énergétiques, des corps énergétiques, etc. Donc moi, je vais essayer de vous parler de ça. La vision énergétique des addictions est très loin de la vision officielle, donc qui parle de maladies psychiques ou de problèmes de neurotransmetteurs. L'addiction, c'est un comportement compulsif, irraisonné. Donc, ça peut être au jeu, au sexe, au sport, au shopping, à la drogue, à l'alcool, à la boulimie, etc., etc. Et il n'y a pas de limite, en fait, à cette liste. Chacun peut trouver un endroit où compenser, et cette compensation peut devenir une addiction. Alors, comment ça devient une addiction? Ça devient une addiction de deux manières, soit par dépendance. La dépendance, c'est un déséquilibre neurobiologique qui est consécutif à la consommation répétée d'un produit, d'une substance psychoactive qui va se substituer petit à petit à celle produite par le corps. Donc, on va avoir un état intérieur qui va être complètement réactif à cette substance. L'addiction, c'est l'incapacité à s'empêcher donc de faire une action ou de consommer des produits, bien qu'on en connaisse les effets néfastes. L'addiction, c'est un comportement compulsif, donc incontrôlé et irraisonné. Bon. Que ce soit l'un ou l'autre, il y a une relation donc exogène, endogène, c'est-à-dire de produits qu'on fabrique par nous-mêmes dans le corps ou de fabriques qu'on absorbe de l'extérieur. Les produits qu'on absorbe de l'extérieur, lorsqu'ils ressemblent à ceux fabriqués par le corps, eh bien, vont se substituer à ceux fabriqués par le corps. Par exemple, on fabrique des endorphines, mais si on prend des dérivés de morphine extérieure, eh bien, on va devenir dépendant à la morphine parce que, en fait, le corps ne va plus produire sa propre morphine. Et c'est pareil pour beaucoup de produits, notamment le cannabis, puisque on a cru à un moment qu'il n'y avait pas de dépendance au cannabis, alors qu'il y en a bien une, et qu'il y a une dépendance et une addiction au cannabis. On va y revenir tout à l'heure.
Pourquoi, fondamentalement, la médecine a très bien compris pourquoi on a des addictions au premier degré. C'est que c'est très clair, très bien explicité au niveau hormonal, qu'on a une perturbation du système de récompense via les médiateurs, les neurotransmetteurs, notamment la dopamine, notamment la sérotonine. On va avoir une réponse de ces neurotransmetteurs qui va se modifier en fonction de la prise de drogue ou d'autres addictions. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ces neurotransmetteurs de la récompense, c'est-à-dire du plaisir, de l'affectif, d'être aimé, d'aimer soi-même, de recevoir quelque chose qui est en retour à ce qu'on fait, etc., qui est positif, eh bien, on n'est pas du tout égaux par rapport à ces neurotransmetteurs. Il y a des gens qui reçoivent très peu et qui en bénéficient beaucoup. Et il y en a d'autres qui en reçoivent beaucoup et qui n'en bénéficient pratiquement pas. Donc, on n'est pas égaux par rapport à cette production de neurotransmetteurs de la récompense. D'autant plus que si l'on prend des drogues, cette inégalité devant notre réaction à la récompense va s'amplifier. Lorsqu'on prend des drogues assez longtemps et assez intensément, eh bien, le corps va avoir la mémoire de ces stimuli et va avoir une plus grande tolérance dans ses récepteurs, ce qui fait qu'il va falloir toujours plus de drogue pour se substituer aux neurotransmetteurs et assumer cette sensation de plaisir. Donc, le manque va être de plus en plus grand, le manque va être de plus en plus douloureux, etc. Tant que le corps ne va pas refabriquer ces neurotransmetteurs. Et si par malheur, on n'est pas doué pour fabriquer ces neurotransmetteurs, eh bien, effectivement, la sensation de manque va être encore pire chez certaines personnes que d'autres. Donc, nous ne sommes pas égaux. Par contre, notre corps, il réagit de la même manière. Mais quand on veut se sevrer, eh bien, on a ce sentiment de dépendance. Il est plus grand si on libère pas naturellement beaucoup de ces hormones du plaisir. Donc, voilà un premier aspect des choses qui doit être bien compris, c'est que en soi, prendre une substance, une drogue, par exemple, parce que quand on parle d'addiction, on parle d'abord des drogues dures et ensuite des drogues plus douces, puis des choses tout à fait ordinaires de la vie dont on n'imagine pas qu'on est, dont on soit drogué par rapport à ce que je viens de vous dire sur la libération des neurotransmetteurs. Et quand on prend des drogues dures, si on en prend une fois, on n'est pas addict ni dépendant, évidemment. Il faut en prendre un certain nombre de fois, et c'est le plaisir qu'on prend la première fois qui est déterminant. Donc c'est important aussi que les enfants, les jeunes ne touchent pas aux drogues dures parce que, et aux drogues pas chères et très dures qu'il y a en ce moment. C'est très important de faire de l'éducation par rapport à ça. C'est exactement pareil pour l'alcool, on va y revenir. Maintenant, il y a une grande mode pour les jeunes de prendre beaucoup d'alcool d'un coup et d'être dans des états proches du coma éthylique. C'est très, très dangereux pour l'état dans lequel ça met, parce que ça met dans un état de drogue dure. En fait, toutes les drogues prises dans une certaine quantité, dans des espaces-temps rapprochés, lorsque ça ressemble à des drogues dures, eh bien, vont, dans un premier temps, ouvrir la conscience
à quelque chose d'autre par des moyens complètement extraordinaires pour notre organisme, qui ne sont pas gérables. Donc, quelle que soit la drogue qu'on prend, on y reviendra à la fin si j'ai le temps, parce que j'ai fait des études avec un doctorant là-dessus et c'était très intéressant, parce que quelle que soit la drogue que l'on prend, on peut trouver l'équivalent au niveau de la chimie du cerveau, c'est-à-dire qu'on peut fabriquer toutes les substances qu'on ingère par ailleurs ou qu'on s'injecte par ailleurs. Et bien sûr, c'est beaucoup plus difficile de fabriquer ces substances par soi-même, parce que ça répond à un certain état de conscience. Par contre, les prendre de l'extérieur, ça veut dire que si on n'est pas préparé, si on n'est pas accompagné par quelqu'un de compétent, eh bien c'est un désastre. Par contre, il est maintenant prouvé, les anthropologues le pensent en tout cas l'affirment dans des études assez sérieuses, il me semble, que l'ouverture de l'esprit humain s'est faite aussi par les drogues. Donc, il y a une dimension d'ouverture de la conscience par certains produits, mais dans certaines conditions, avec un certain accompagnement, etc., etc. C'est en tout cas jamais les conditions dans lesquelles les ados prennent des drogues, ça c'est certain. C'est certainement pas dans des rêves qu'on va s'ouvrir la conscience. On pourra en reparler si vous avez des questions. Je vous disais, ça va des drogues dures aux choses les plus banales. La chose la plus banale, eh bien, c'est le sport. Je sais que les gens du Tai Chi ne sont pas des sportifs en général, donc vous ne vous sentez pas trop concerné, mais j'ai des patients qui ont montré par rapport au sport des extrémités, qui sont allés dans des extrémités incroyables, de courir ou de faire du vélo dès qu'ils avaient un moment de libre, et en négligeant leur famille, en étant très gentils par ailleurs, en étant très bien équilibrés par ailleurs, en étant, pas drogués extérieurement, et pourtant complètement addicts à la course à pied ou addicts à la bicyclette. Alors pourquoi? Eh bien, on en revient donc à ces substances que l'on fabrique à l'intérieur du corps. Je vous ai parlé des endorphines. Mais les endorphines, ça permet de ne pas sentir la douleur, tout simplement. Donc, à partir d'un certain moment, il y a le deuxième souffle. Et le deuxième souffle, eh bien, c'est justement quand on commence à fabriquer ces endorphines pour ne plus sentir la douleur. Alors, il faut courir un certain temps. Et puis, de nouveau, on peut courir comme si on avait accès à un grand réservoir d'énergie. Et ce grand réservoir d'énergie s'ouvre également avec des endocannabinoïdes. Les endocannabinoïdes sont des molécules qui ressemblent fort au cannabis. C'est-à-dire qu'on fabrique, à partir d'un certain effort, notre propre corps fabrique des molécules qui ressemblent au cannabis. Donc, pas étonnant que les gens qui sont anxieux aient envie de fumer du cannabis. Voilà. Quand on court, on fabrique des substances qui ressemblent au cannabis. Et quand on a l'habitude de courir comme ça et que c'est complètement inconscient qu'on fabrique ces substances pour vaincre son anxiété, on ne fait pas le rapport entre la course et l'anxiété. Et pourtant, il y a un rapport très, très net, très simple, qui est que le coureur ou le fumeur de joint, eh bien, il calme son anxiété. Alors, vous me direz, il vaut mieux courir? Sans doute. Parce qu'on fabrique par soi-même les produits qui vont nous soulager de notre anxiété. Donc, courez si vous êtes anxieux plutôt que de fumer. Je rigole, je ne suis pas là pour vous donner de conseils, mais seulement pour poser quelques bases d'énergétique avec des exemples. Ensuite, vous pourrez par vous-même trouver comment développer ces exemples dans votre vie ou la vie de gens qui
qui vous entourent et pour qui c'est important. Donc, on va prendre ensuite un peu de temps pour le tabac, qui est une drogue dure. Le tabac est une drogue dure car elle affecte l'hypophyse. Il y a un site de nicotine au niveau de l'hypophyse. Et l'hypophyse est le chef d'orchestre des glandes endocrines. C'est-à-dire que quand on stimule l'hypophyse, on va stimuler tout le système endocrinien et donc tous les liens qu'il y a énergétiquement entre les corps énergétiques et le corps physique. Il faut penser aux multiples actions, donc aux multiples actions du tabac. Et ces actions, on va les regarder en fonction des merveilleux vaisseaux et des centres énergétiques, et vous allez voir que c'est peut-être que vous allez vous reconnaître ou reconnaître quelqu'un qui fume autour de vous par rapport à cette dimension énergétique. La première chose que j'ai remarqué, c'est que les gens fument parce que ça donne un coup violent dans le système sympathique-parasympathique. C'est-à-dire que ce soit parce qu'on est fatigué, parce qu'on a faim, parce qu'on a sommeil, parce qu'on est énervé, parce qu'on a besoin de faire un effort intellectuel, on va fumer. Pourquoi? Parce qu'on donne un grand coup dans le rééquilibrage du système nerveux végétatif, sympathique, parasympathique. Et ce rééquilibrage, il est tout à fait simple, il suffit de fumer et ça provoque des rééquilibrages intérieurs. Alors, ces rééquilibrages sont de mauvaise qualité, surtout si cette nicotine est associée à un nombre infini de dérivés de la combustion du tabac et que ce tabac a été traité par des pesticides et par des engrais chimiques. Il est évident que si on vapote, par exemple, ce qui est très à la mode en ce moment chez beaucoup de fumeurs, d'essayer d'arrêter de se pourrir les poumons avec du tabac en gardant la nicotine pour cette stimulation, ce choc qu'on donne au système nerveux. Alors, ce choc n'est pas bon, mais c'est certainement mieux de vapoter que de fumer pour protéger ses petits poumons. On reparlera de ça, si vous voulez, tout à l'heure. La deuxième chose est que les gens qui fument ont une amélioration de leur capacité intellectuelle grâce au tabac, qui est avérée, jusqu'à 60 ans, seulement jusqu'à 60 ans, et après ça dégringole au contraire. C'est-à-dire que si vous avez fumé toute votre vie, il faut absolument arrêter vers 40 ans par là. Pourquoi? Parce que les neurones qui permettent de reconstruire d'autres neurones dans le cerveau, eh bien ce processus-là est affecté par le tabac à partir d'une cinquantaine d'années et diminue très très fort vers 60 ans. Donc fumer après 60 ans, quand on a fumé toute sa vie, c'est aller vers la sénilité précoce. C'est une grosse bêtise. À part pour ceux qui ont trop de neurones, mais il y en a, ils ont tellement de neurones que c'est pas grave. Au contraire, on enlèverait quelques-uns, ils seraient très contents d'être un peu moins mentaux. Donc ceux-là peuvent continuer à fumer éventuellement. Ensuite, c'est un lien social, affectif, donc on reviendra là-dessus tout à l'heure, par rapport au positionnement de l'hypophyse dans la tête. Je vous parlerai du travail de Schwaller de Lubitsch au temple de l'homme et donc à l'intérêt que ça a, cette situation, par rapport aux échanges humains horizontaux et à l'impossibilité d'avoir des échanges en transpersonnel. Parce que quand on fume, il y a des grosses modifications à ce niveau-là. On y reviendra si on a le temps. Dans les années 20, on disait que fumer, c'était pas mauvais parce que tout le monde avait vu que ça calmait le stress. Donc, on disait qu'à cette époque-là, que le tabac était bon pour calmer le stress. Faut dire que dans les années 20, probablement, il n'y avait pas de pesticides et d'engrais chimiques
et que le tabac était bio, donc il y avait peut-être moins de cancer avec le tabac. Chez les Indiens aussi, il y avait peut-être moins de cancer. Tout ça, c'est des suppositions, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que dans les années 20, il y a des petits malins en marketing, dont j'ai oublié le nom, mais c'est un conseiller qui a conseillé tous les chefs d'État à l'époque, etc. C'est un très, très grand communicant qui a fait un défilé avec des femmes qui fument et en disant, ben voilà, c'est la libération de la femme que de fumer. Et ça remonte aux années 20. Mais comme par hasard, dans les mêmes années 20, il y a eu énormément dans les années 30, 40, c'était le début de la pollution industrielle à outrance. C'était bien plus que le 19e siècle, et beaucoup de produits chimiques, etc. Et on retrouve le terrain sur lequel on fume le plus, où l'énergie est en dents de scie à tous les coups, c'est le terrain luétique. Et ce terrain, il est un terrain qui s'est amplifié vers les années 30. Donc, en même temps, on voit les femmes qui fument, on nous dit que c'est du marketing, et en fait, le gars qui a fait ça, il est tombé exactement au bon moment, je pense, pour que les femmes avaient vraiment autant envie de fumer que les hommes pour rééquilibrer leur terrain, tout simplement. Donc, je pense que c'est une conjonction extrêmement fâcheuse, mais qui a fait que tout le monde s'est mis à fumer à partir des années 30, soit pour avoir un look libéré, soit pour se rééquilibrer au niveau du système sympathique. En tout cas, il y a eu notablement, moi j'ai regardé, puisque je travaille sur les terrains, j'ai regardé tout ça de près, il y a eu une accentuation de ce terrain luétique dans cette époque. On en reparlera quand on parlera des terrains un autre jour. Voilà. Ensuite, bien, à propos des terrains, il y a le terrain tuberculinique où on est très peu incarné, on a beaucoup de problèmes avec la mort, de problèmes d'incarnation, de problèmes au niveau de la sensibilité, une très grande sensibilité. Et donc, ce terrain-là, lui aussi, va être amené à fumer, mais éventuellement à prendre des drogues et à boire également pour éviter de faire face à la réalité. On va y revenir tout de suite. Donc, sur ces terrains luétiques, tuberculiniques, qui sont donc des compensations de mauvaise qualité sur ces terrains, mais des compensations quand même. La fumée, par exemple, est une compensation de poumons. Donc, tous les gens qui fument, en fait, ils affectent leurs poumons avec la substance qui, normalement, devrait améliorer le poumon. C'est-à-dire que la fumée, en général, c'est une substance qui amène de l'énergie au poumon. Mais évidemment, s'il y a plein de produits de combustion nocifs dedans, eh bien, ça change la donne. Quand ça fait 50 ans que je suis thérapeute, comme je disais il n'y a pas très longtemps, eh bien, dans toutes ces années, évidemment, j'ai vu beaucoup de gens fumer et me demander de les aider. Je les ai aidés sans leur donner trop de conseils, à part celui que moi j'ai suivi, puisque moi j'ai fumé de l'âge de 11 ans. J'étais dans des bandes à Paris à 11 ans et je fumais. Et j'ai arrêté de fumer à mon éveil, vers 33 ans, par là. Et j'ai eu beau faire 10 ans de tai chi, etc. Je continuais à fumer. Pourquoi? Parce que c'était affectif, surtout. C'était une référence affective pour moi. C'était très difficile d'arrêter de fumer. Et comment j'ai arrêté de fumer? Quand je suis devenu plus conscient de la réalité intérieure, extérieure, des liens entre les deux, le fait que c'était la même chose, je me suis mis à regarder mes cigarettes, tout simplement. Et quand on se met à regarder vraiment, quand on fume, bien, on ne peut plus fumer à peu près déjà en quelques jours, 3/4 des cigarettes, on n'a plus envie de les fumer. Parce que ce sont des cigarettes fumées par habitude. Donc, à chaque fois qu'on gagne sur les habitudes, on récupère de l'énergie.
À chaque fois qu'on récupère de l'énergie, on peut être plus lucide, un peu plus conscient. Si on est un peu plus conscient, on regarde mieux, et à force de mieux regarder, on voit aussi que c'est autodestructeur. Et on voit que ça fait mal aux poumons. Donc, il y a un moment où, naturellement, le processus est tellement diminué qu'on arrive à plus fumer qu'une cigarette ou deux. Et là, on est encore fumeur. Et dans la tête, on est encore fumeur. Et on peut rester encore fumeur pendant des années comme ça. Et à un moment, il faut faire un deuil, il faut arrêter de fumer. Ça veut dire que les cils vibratiles vont repousser, ils vont mettre 1 mois à repousser, que l'énergie va remonter et qu'on va être de mieux en mieux. Voilà. Ensuite, si on a envie de refumer une cigarette de temps en temps, bien on peut le faire. Il n'y a aucun problème avec ça, pas plus qu'avec n'importe quelle substance qui soit nocive dans la mesure où la vie est faite d'un tas de stress et que le corps est fait pour être stressé. C'est pareil avec l'alcool, on fabrique de l'alcool à l'intérieur du corps, mais si on mange du sucre comme des fous, il va y avoir un problème. On verra tout à l'heure la boulimie. Donc en 2 mots, pour finir et vous donner un peu le panorama par rapport au tempérament. Je sais bien que ceux qui n'ont pas lu le livre encore, vous allez vous précipiter dessus pour le lire, voir pourquoi ces tempéraments, c'est si important. Et voir, de voir qu'on fume pour telle ou telle raison selon les tempéraments, c'est tout à fait passionnant. Moi, en tout cas, ça m'a vraiment passionné. Vous savez, tout ce qui est dans les 5 éléments, on le retrouve à l'extérieur de nous et à l'intérieur de nous. Et tout ce qui touche au tempérament et au merveilleux vaisseau, c'est pareil. On peut prendre tous les critères. Dans le livre, j'ai pris 30 critères, mais j'aurais pu en prendre 50 ou 100. C'est très facile ensuite de voir comment l'automate psycho-énergétique se comporte avec toutes les circonstances de la vie. Alors revenons à la cigarette. Donc pour Yinoé, Yinoé est très mental. C'est quelqu'un qui résout des problèmes. Et vous allez voir beaucoup de Yinoé qui fument sur les chantiers, qui fument, c'est des gens qui fument pour activer leur capacité cognitive par rapport à la mémoire, pour trouver des solutions à des problèmes concrets. Donc, il y a beaucoup de gens qui fument pour ça, pour amplifier leur capacité, non pas d'acuité, de finesse, d'intelligence, etc., mais simplement parce qu'ils sont têtus. Ils recherchent une solution à un problème et cette attitude têtue eh bien, est appuyée très facilement par le tabac. Le terrain Yin Xiaomo, c'est un terrain où on est très en retrait vis-à-vis des autres. Si vous voulez, c'est notre propre autorité intérieure en conflit avec l'autorité extérieure. C'est notre capacité de dire non, d'avoir de la volonté de nous construire en tant que personnalité. Et ce qu'il y a de typique dans l'extrême de cette personnalité, c'est de fumer la nuit. Il est très capable de dévorer un livre dans la nuit, ce tempérament-là, et en fumant pour se maintenir éveillé, tout simplement. Ensuite, on a le tempérament Daimai. Alors, Daimai, c'est un tempérament qui est à la fois affectif, par génération de poumons, et génération de foie, vésicule biliaire. Donc, tout ce qui touche l'imagination, le fantasme, le mouvement, la beauté du mouvement, etc. Donc, ce tempérament se trouve très à l'aise dans un nuage de fumée parce qu'il aime voir les volutes de fumée, il aime le mouvement de tout ce qui tourne autour de la gestuelle du fumeur. Et puis, bon, c'est pas quelqu'un qui un agité du bocal, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'imaginaire. Alors, de se stimuler aussi cet imaginaire, pour lui, c'est bon. Je ne fais pas une publicité pour le tabac. Hein.
Je vous dis simplement pourquoi tous ces gens fument. Hein. N'allez pas vous mettre à fumer parce que c'est bon pour l'imagination. Renmai, c'est le type féminin, c'est génère poumon, gros intestin. Et donc, ça a à voir avec l'affectif. Donc, c'est les femmes qui fument, c'est un tempérament plutôt féminin, et les femmes fument plutôt pour la qualité de l'énergie poumon ou pour le stress, ou pour cette énergie en dents de scie avec le terrain duétique. Yang Tiaomo, c'est le plus stupéfiant. C'est pour le partage social. Mais ce qui est stupéfiant, je vais vous le raconter après. C'est pour lui, il fume parce qu'il partage avec les autres. Et Dumai, c'est ce tempérament donc qui est le plus proche du divin, qui est le plus proche de la création, du créateur en soi. Et lui, il fumerait en permanence parce que pour lui, vivre dans la cendre de la mort, de la cendre, il a des problèmes avec la mort, des problèmes avec l'incarnation, vivre dans cette cendre, et en même temps dans ces volutes de fumée qui s'élèvent vers le ciel, mais c'est le paradis. Donc, on voit des gens qui vivent parmi les archanges, qui vivent parmi les anges, et qui fument comme des pompiers, c'est incroyable. Des poètes, des artistes, etc., qui fument dans un nuage de cendre comme ça. C'est tout à fait courant, évidemment, et ils en payeront le prix, sans doute, également. Alors, je veux vous parler donc du temple de l'homme, hein, le temple de Luxor et de l'hypophyse. L'hypophyse se situe donc entre le bas du corps et le bas du visage et la calotte crânienne. L'hypophyse se situe à un endroit qui s'appelle la selle turcique, qui est dans le crâne, là. Vous voyez, un petit creux ici. Et là, il y a l'hypophyse. Donc, l'hypophyse se situe ici au niveau de ce qu'on appelle le troisième œil, dans différentes traditions. Chevalier de Lubitsch a été donc 17 ans, a passé toute sa fortune pour étudier un temple qui s'appelle le temple de Luxor, qui est un très, très, très merveilleux temple, et qui s'appelle aussi le temple de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il a découvert que toutes les mesures des colonnades, des pièces, etc., étaient faites avec la mesure du souverain, non pas la mesure de la taille du souverain jusque-là, mais de la taille du souverain jusque-là. Comme si la mesure de l'homme allait jusqu'à l'hypophyse, jusqu'à ce centre-là. Et qu'ensuite, eh bien, on a la taille de l'homme entier avec sa nature divine. Lorsqu'on affecte l'hypophyse, il se passe quelque chose de très troublant. Et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est une discussion avec Maître Chu. Un jour, mon maître Tai Chi m'a dit « Je ne prends plus de gens qui fument, je ne prends plus de nouveaux qui fument. » Et il dit « Mais pourquoi? Il y a beaucoup de gens très bien qui fument. » Et il dit « Non, parce qu'ici, il y a une espèce de brouillard. Je vois un brouillard, là, il y a un brouillard, il y a quelque chose qui ne va pas. » Moi, à l'époque, je ne comprenais pas. Et en découvrant plusieurs indices, dont le travail de Schwaller, je suis allé au temple de Luxor, j'ai travaillé là-dessus sérieusement et je me suis aperçu d'une chose absolument étonnante qui depuis d'ailleurs a fait son chemin un peu partout et très bizarrement, comme beaucoup de choses sur les vagues du transpersonnel circule comme information, c'est que la calotte crânienne ressemble, à s'y méprendre, à un scarabée. Vous voyez, ça c'est le frontal et là le pariétal. Mais quand on regarde le crâne du dessus, on voit donc la calotte crânienne avec le petit bout du nez qui dépasse, qui fait très bien la tête du scarabée. On voit un scarabée.
Et le scarabée en Égypte, c'est le symbole de la voie, le symbole du travail sur soi, de la connaissance véritablement de sa nature divine. Donc, quand on échange des cigarettes, eh bien, on a une communication horizontale et on a tendance à ralentir, à amoindrir la faculté du sphénoïde, qui est la selle turcique qui soutient l'hypophyse, à s'orienter vers son étoile, à bouger convenablement. Et donc, petit à petit, on se fige dans sa position d'humain et non pas d'être relié à son énergie cosmique comme il devrait l'être. Donc, comme mon travail, moi, c'est de relier les individus au cosmos, de relier la partie créatrice des individus à eux-mêmes, vous pensez bien que ça m'a fait bondir de voir tout ça. Donc, je voulais vous en faire part. Voilà, c'est fait. On peut passer à autre chose. Vous pourrez m'interviewer là-dessus un autre jour. J'espère que je ne vous ennuie pas avec mes histoires de fumée, parce qu'il y a tellement d'autres choses, tellement d'autres choses à dire. Maintenant, sur les plantes et les drogues, donc j'ai fait des expériences donc en méditation, en évoquant des plantes, alors que j'avais un ami qui était en postdoctorat, postgrad, qui faisait des études sur les plantes hallucinogènes, etc. Et donc on a observé. Mes observations ont corroboré les siennes. C'est-à-dire que sans prendre les substances, on pouvait avoir des états de conscience avoisinants. Donc c'est très positif, ça. Ça renvoie à des chamans comme Louis Sansa qui disent qu'on n'a absolument pas besoin de prendre de drogue pour s'ouvrir à des états de conscience modifiés. Et je suis tout à fait d'accord avec lui, bien entendu. Ce qui se passe quand on prend des drogues, c'est que notre niveau énergétique du corps physique et de certains corps énergétiques, au lieu d'être, il y a une spirale de vie comme ça, si vous voulez, et à chaque spire, on a des taux vibratoires différents. Et au lieu d'être à une spire de décalage, eh bien, la plante va nous emmener à 2-3 spires. Et il y a un décalage très important entre le corps physique et la conscience énergétique qu'on a. Donc, pour que ça tienne, pour qu'on reste en vie, eh bien, on va donner beaucoup d'énergie ancestrale, beaucoup d'énergie qui est notre potentiel, qui normalement est un catalyseur et qui n'est pas utilisé pendant la vie, qui sert à nous porter toute la vie. Eh bien, on va utiliser cette énergie de base pour nous récupérer. Notez bien que c'est le même processus dans le stress, c'est-à-dire que ce soit les drogues ou le stress, c'est cette énergie de base qui va nous récupérer. Vous voyez ce petit dessin des spires avec, c'est rigolo, parce que c'est tellement illisible que c'est pas la peine que je vous le mette plus longtemps, mais ça, c'est un schéma que je fais en cours régulièrement, que je vous referai volontiers en direct. D'autres aspects donc par rapport aux drogues, c'est les anxiolytiques, les neuroleptiques. C'est pas la même chose, mais c'est un peu pareil. Je vous ai parlé tout à l'heure du fait qu'on ne fabriquait peut-être plus les neurotransmetteurs adéquats parce qu'on en recevait de façon exogène. Mais il y a un autre problème, c'est que quand on prend certains médicaments pour calmer l'anxiété, des antidépresseurs, on va fabriquer des récepteurs, de faux récepteurs. C'est-à-dire que d'un côté, c'est comme si on baissait le son, de toutes nos
nos réactions indésirables qui fait qu'on est en dépression. Et les neurones vont fabriquer, vis-à-vis de ces molécules qui sont des molécules chimiques, qui ressemblent mais qui ne sont pas exactement les bonnes, vont fabriquer d'autres récepteurs pour essayer de trouver comment s'adapter à cette nouvelle chimie, ces nouveaux neurotransmetteurs. Et quand on va essayer de diminuer, quand on va diminuer les médicaments, qu'on va les arrêter, eh bien on va avoir beaucoup trop de récepteurs et c'est comme si on amplifiait le son d'un coup très fort. Et à ce moment-là, eh bien souvent, on est tellement mal qu'il faut reprendre de nouveau des médicaments. Donc le sevrage est un gros problème quand on a pris des antidépresseurs longtemps. Normalement, on ne devrait pas en prendre plus de 8 jours à la suite d'un deuil ou à la suite d'un gros choc. Voilà, puis c'est tout. Et trouver d'autres ressources pour arriver à sortir de ce qu'on vit, qui est très dur, avant qu'il y ait des modifications biochimiques dans le cerveau. Une fois qu'il y a des modifications biochimiques dans le cerveau, les médicaments, bien souvent, font partie de l'équilibre. C'est très difficile de quitter ces médicaments. Là, on est dépendant, en fait. On est addict et dépendant. Voilà, donc on pourra reparler de ça aussi au niveau des hormones, notamment de la cortisone. Hein, c'est pareil, on sait très bien qu'on ne peut pas arrêter la cortisone d'un coup. Pourquoi? Parce que le corps ne fabrique plus de cortisol pendant qu'on prend de la cortisone. Donc, je vous recommande, ça, je peux vous dire très très sûrement, de prendre des tisanes de sauge pour tout ce qui est hormonal. Si vous avez eu des traitements hormonaux pour la thyroïde et que vous pensez pouvoir arrêter, eh bien, prenez des tisanes de sauge en grande quantité. Il n'y a pas de contre-indication à ma connaissance. Et ça vous permettra peut-être d'arrêter certains comportements avec les antidépresseurs et la cortisone et les neuroleptiques en général. Quelques instants avec l'alcool. Je ne sais pas, il nous reste 10 minutes, on va dépasser forcément. Donc l'alcool est une drogue très forte parce que par rapport aux autres drogues, cette fois, ce n'est pas une addiction due aux neurotransmetteurs, mais c'est une addiction cellulaire. C'est un peu la même chose que pour la boulimie. C'est une addiction cellulaire, c'est-à-dire que nos cellules sont en stand-by, elles attendent absolument qu'on prenne de nouveau de l'alcool, même si on est abstinent. C'est pour ça qu'on dit aux gens qui sont abstinents de ne jamais reboire d'alcool. C'est vrai, mais c'est pas vrai forcément. Alors je vais vous raconter une histoire ou deux, je sais pas, j'ai pas le temps de vous en raconter 30. Je vous en raconte une quand même où j'étais pas en cause et une autre où j'ai été partie prenante. La première, c'est que j'étais kiné à l'époque encore en même temps que ostéo et j'apprenais l'énergétique. Et donc j'avais des patients encore qui venaient parce qu'ils avaient des jambes cassées. Donc un type arrive il sortait de l'hôpital et un grand type sympa, avec les yeux jaunes, vraiment jaunes, tout jaune autour, etc. Je dis, celui-là, il est quand même chargé, etc. Et il avait une jambe cassée, donc je rééduque pour sa jambe cassée. Et il me raconte son histoire. Alors, il était serveur dans un grand restaurant à Nîmes et il servait en terrasse aussi. Savez-vous combien il buvait de pastis par jour? Vous n'avez jamais entendu ça. Sauf en Bretagne, où j'ai connu un marin breton qui sifflait 11 litres de vin par jour, ce qui était quand même pas mal. Bien, lui, en pastis, il faisait entre 100 et 140 pastis par jour. Et ça durait depuis une quinzaine d'années.
Et tous les soirs, il rentrait en mobilette chez lui. Voilà. Un soir, il se fait renverser. C'est étonnant que ce soit qu'au bout de 15 ans avec un régime pareil. Il arrive à l'hosto, on lui fait une anesthésie générale et on le garde pendant une quinzaine de jours avec multiples fractures ouvertes, etc. Grave, grave. Il voit des éléphants roses, il fait un délirium très mince, et quand moi je le vois un mois après ou quelque chose comme ça, il est totalement sevré, il ne boit plus une goutte, mais très bizarrement, il n'a plus envie de boire. Il n'a fait aucun effort pour arrêter et il n'a plus envie de boire du tout. Il ne comprend pas lui-même, il reprend le boulot, il ne boit plus jamais. Je l'ai revu, il habitait dans le quartier, je l'ai revu 5 ans après, il ne buvait plus. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mis un sacré bout de temps pour comprendre. Il a été anesthésié et donc il est passé sur un autre terrain. Opium, les opiacés l'ont fait passer sur un autre terrain. Il était sur un terrain où il fonctionnait avec, comme compensation, il fonctionnait avec l'alcool. Et là, il est passé sur un autre terrain, peu importe lequel, mais où il n'y avait plus besoin de cette compensation. Et donc, il n'avait plus du tout envie de boire. Voilà. Comme il savait sa fragilité, il ne buvait pas du tout pour ne pas risquer de revenir comme il était avant, parce qu'il est bien conscient que sa vie aurait été très écourtée, évidemment. Le deuxième cas, c'est une patiente qui avait été alcoolique pendant 25 ans et que j'ai traitée en une séance sur un terrain tuberculinique et elle a arrêté totalement de boire, elle était totalement déconcertée elle-même de ne plus avoir envie de boire du tout. C'est-à-dire qu'elle était sur ce terrain tuberculinique parce qu'elle avait développé ce terrain, exagéré ce terrain à cause de problèmes de l'enfance, mais en fait, ce n'était pas son vrai terrain de base, qui est tout à fait autre. Et quand on a nettoyé cette première couche, eh bien, elle est revenue sur un terrain où elle n'avait plus du tout envie de boire pour se rééquilibrer. Cependant, malheureusement, en tout cas, on peut dire que l'addiction, comme dans la boulimie, elle vient aussi du corps directement, c'est-à-dire que les cellules ont une mémoire de l'alcool, comme une boulimie d'alcool. Et donc, ces personnes qui arrêtent de boire restent très fragiles. En fait, cette personne n'aurait jamais dû retoucher un verre d'alcool ou de cidre, quoi que ce soit qui contienne de l'alcool, parce que déjà, en mangeant normalement du sucre, on fabrique de l'alcool, donc en mangeant des sucres lents, etc., en mangeant normalement, on fabrique déjà de l'alcool. Donc, ça suffit comme ça. Donc, c'est déjà assez dangereux comme ça. Voilà ces deux histoires incroyables. Et puis, on va terminer par la boulimie pour vous dire deux petites choses sur la boulimie qui sont encore différentes de tout ce qu'on vient d'aborder. C'est que d'abord, la boulimie, souvent, c'est en énergétique un problème de sens. C'est que la personne ne sait plus s'il y a du sens à sa vie ou non. Ce problème de sens, quand il s'aggrave encore, ça devient de l'anorexie. Là, on sait que si c'est de l'anorexie, c'est très grave. Quand c'est en boulimie, c'est encore en recherche. La personne a encore envie trouve encore du sens, mais ça oscille. C'est très mitigé. Ce pourquoi les régimes ne marchent pas, c'est pas à cause de ces problèmes de sens, c'est parce que on a trois cerveaux. On a un cerveau dans la tête, un cerveau dans le cœur, il est petit, mais il y en a un, et un autre qui peut être plus ou moins vaste dans le ventre. Plus on a été nourri et que ça nous a profité pour une raison ou une autre, plus on a grossi parce qu'on a bien mangé, plus on développe de neurones dans ce cerveau.
plus on a de neurones dans ce cerveau, plus on est capable on boit un verre d'eau et on prend 1 kilo. On grossit très facilement. Donc, la deuxième chose, c'est que quand on grossit, on fabrique des cellules graisseuses qui ne s'en vont jamais. C'est-à-dire qu'à la limite, elles se vident, elles peuvent se vider, se remplir, mais elles ne disparaissent plus. Donc, on a toujours un corps de gros, d'une certaine manière, au niveau cellulaire et au niveau neurologique. Donc, quand on fait un régime, on peut maigrir, mais dès qu'on remange un tout petit peu, on va regrossir parce que c'est comme une deuxième nature, ce cerveau, il est très puissant. Ça fait penser que ça fait des millions d'années qu'on essaye de rester vivant, et donc le meilleur moyen, le moyen le plus classique pour rester vivant, c'est de manger. Donc, les critères des gros, dans les critères de beauté des mères fondatrices, c'était des femmes très opulentes dans le néolithique, etc. Plus on a de graisse, eh bien, plus on a de chances de survivre à des famines, etc. Donc, notre système est fait pour ça, foncièrement. Donc, c'est très facile, une fois qu'on s'est déséquilibré, de malheureusement replonger, même s'il n'y a plus de boulimie après, même si la cause de la boulimie a disparu. Voilà. Donc, il y a plusieurs sortes de boulimie, mais je n'ai plus trop le temps c'est l'heure. Donc, j'aimerais quand même que vous interveniez, si c'est possible, pour me poser des questions personnelles, si vous en avez. Bonjour, c'est Evelyne. Bonjour Evelyne. Voilà. C'était pas vraiment pour une question, c'était juste pour une observation. Tu as parlé de tisane de sauge et tu as dit qu'à ta connaissance, il n'y avait pas de contre-indication. Ah, tu en connais? Oui. Donc, c'est pour ça que je me permets de le signaler. C'est gentil. C'est notamment pour les cancers hormonodépendants. Les gens qui ont eu des cancers, des femmes qui ont eu des cancers au sein, je sais qu'il faut pas en prendre. Ben voilà, mais c'est ça réactive les hormones. Hein? Ben voilà, c'est ça, c'est logique. Ça réactive les hormones, il est évident que si on essaye de... Mais ça doit être pareil pour les gens qui ont des problèmes de prostate, ou ça doit être pareil à chaque fois qu'il y a des problèmes hormonaux qui ont été traités par arrêt des hormones. Voilà, c'est tout. Merci. Donc, il ne faut pas les relancer. Merci, Evelyne. Il y a des réponses énergétiquement, il y a des réponses par rapport au terrain, comme j'ai donné ces deux cas. Hein. C'est-à-dire que souvent, l'alcool, c'est une compensation d'un manque affectif ou d'un manque à cause du stress ou d'un manque, peu importe. Mais un manque où ça permet aussi de se libérer, hein, dans certains milieux où on est très contraint. Et ensuite, pour aider quelqu'un qui est dans cette situation-là, il faut connaître la situation, je ne peux pas te donner de conseils. Mais ce qui est sûr, c'est que, tu vois, moi j'ai connu beaucoup de gens qui buvaient et qui sont morts à 89 ans en forme. Il y a des gens qui boivent et qui ça rend malade, et il y en a d'autres qui ont des santé de fer. Ça dépend de l'énergie du rein qu'on a. Donc, il y a des gens qui souffrent énormément, qui sont diminués par l'alcool, et d'autres moins. C'est comme pour tout. On est parfaitement inégaux devant nos abus, devant nos maladies, devant nos erreurs. Il y a des bourreaux de travail qui peuvent travailler énormément. Ce qui est général dans toutes les addictions, c'est que ce sont des compensations dues à soit notre problème de terrain, donc notre hérédité, soit des
problème non pas de terrain, mais de caractère, c'est-à-dire comment on s'est mis à fonctionner, à faire des contre-pouvoirs par rapport au pouvoir qu'on a essayé de prendre sur nous. Donc, on s'est mis à fonctionner d'une certaine manière, et ça remonte à l'enfance, bien souvent. Et là-dedans, il y a ceux qui peuvent pas aller au conflit, il y a ceux qui vont tout le temps dans le conflit, il y a ceux qui veulent tout le temps réussir, il y a ceux qui veulent être le chef, il y a ceux qui veulent faire la fête. Il y a plein de raisons pour opter pour une compensation ou une autre selon son caractère. Alors, il y a le tempérament qui est l'inné, puis il y a le caractère qui est l'acquis. Et donc, c'est très complexe de pouvoir parler au premier degré d'une addiction. Alors, la réponse souvent au premier degré, c'est vous êtes alcoolique, donc on va vous donner un médicament qui va vous dégoûter de l'alcool, par exemple. Bon, ça, c'est du premier degré. Et après, si vous avez un accompagnement psychologique, on peut descendre à un plus petit, un peu plus profond. Mais pour moi qui travaille sur l'énergétique, c'est-à-dire le moteur vraiment organique de la psyché, tout ça n'est que surface. Il faut vraiment descendre dans la compréhension de comment on fonctionne au niveau énergétique et éventuellement se faire accompagner par quelqu'un qui peut vous aider à réguler des circuits pour s'en sortir. La plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Si on s'en sort avec la volonté, par exemple, de la cigarette ou des joints ou de l'alcool, c'est très possible, mais le problème, il reste entier derrière. Et en général, il y a d'autres compensations. Voilà. Les gens qui fument se mettent à grossir, les gens qui fumaient des joints, ils vont se mettre à changer de caractère ou à partir dans des choses qui ne vont pas tenir ou passer dans d'autres addictions. On n'a pas parlé des addictions du sexe aussi, c'est quand même à notre époque très important aussi, c'est du même genre. Il y a beaucoup de gens qui ont des addictions. Il y a beaucoup de problèmes de société dus à des couples qui se séparent très vite, par exemple, où on dirait que les gens sont interchangeables maintenant. Mais ce que je sais, c'est que tous les patients que j'ai vus et les patientes qui ont des problèmes d'addiction au sexe, ce sont des problèmes qui remontent à très loin, à l'enfance, etc., ou des problèmes d'anxiété, qui sont des problèmes de terrain, là aussi, etc. Il y a énormément de choses à dire sur chaque addiction, évidemment. C'est un monde. C'est un monde. Dans le livre, en fait, j'ai pris toutes les maladies où je m'efforce de dire le point de vue de l'énergéticien par rapport à ces maladies qui sont des maladies, toutes de maladies de société. L'hyperactivité, ça peut être une addiction, bien sûr que oui. Il y a de plus en plus de gens qui prennent des drogues et qui sont hyperactifs. Moi, je pensais plutôt aux enfants. Alors, pour les enfants, il y a des parents comme intermédiaires pour parler et on peut expliquer. Dire quand on m'amène des enfants hyperactifs, je commence à expliquer que je vais traiter le terrain, que je vais traiter en crânien et que donc pendant 2-3 mois, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Et en général, au bout de 3 mois, les gens me ramènent leur enfant avec vraiment bonheur en me disant écoutez, ça va mieux à l'école, il est plus pourquoi? Parce que il y a une espèce d'engrenage, un enfant qui est très en dents de scie, dont l'énergie est très en dents de scie, et qui n'est pas dans un contexte où on prend ça en compte. Il y a des moments où il va user ses fonds de culotte dans des écoles où on va essayer de le faire rentrer dans un moule où il n'a rien à faire dans ce moule parce que ce moule, il ne peut pas y rentrer. C'est comme si on voulait le rendre fou, quoi. Et puis, il y a d'autres moments où il serait très disponible, où il pourrait rester pendant 1 heure devant un carré d'herbe à regarder toutes les petites bêtes qu'il y a dans le carré d'herbe et il est très capable de le faire parce qu'il est profond, parce qu'il est intelligent, ce môme. C'est pas du tout un zébulon comme ça.
eh bien, il a pas ce temps à s'ennuyer qu'il faudrait qu'il ait pour progresser en lui-même. Et cet échange de choses à contre-temps, dans un contre-rythme, en plus avec… on m'a emmené un môme d'1 an et demi ou 2 ans, il n'y a pas longtemps. Le seul moyen de le calmer, c'était de le mettre devant le téléphone. Ah oui. D'ailleurs que on voit plein de petits, maintenant ils tournent les pages des journaux avec leurs doigts comme ça pour faire défiler les photos sur les journaux. C'est-à-dire que pour eux, le vrai mode, quoi, c'est le mode tactile. C'est ça Il y a beaucoup d'enfants qui passent 3 heures devant des écrans. Quand on passe 3 heures devant des écrans, forcément au niveau cérébral, il y a des conditionnements qui sont que quand on retire l'appareil, il y a une grosse colère. Parce que quand on est dans le monde virtuel et qu'on revient à la réalité, il y a un tel décalage que ça provoque en général de la colère. Cette colère, en général, n'est pas gérée convenablement par les parents, parce que s'ils géraient bien, il n'y aurait pas de colère, ils laisseraient une demi-heure au lieu de laisser 3 heures. Je veux dire, nous, on a un enfant de 12 ans à la maison, on n'a jamais ces problèmes d'écran, on n'a jamais ces problèmes d'hyperactivité. Pourquoi mes enfants n'ont jamais eu ces problèmes? Dans les temps anciens, il y avait la même chose. Moi, j'ai des enfants qui ont 40, 45, 35, etc. Alors, ils avaient des jeux vidéo. Ils auraient pu rester des heures et des heures et des heures devant ces jeux vidéo. Ça crée des climats émotionnels qui sont ingérables parce que les parents ne sont pas armés devant ça, ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas pourquoi. Ils ne savent pas pourquoi. Déjà, eux-mêmes sont intoxiqués, c'est exactement pareil que les problèmes avec le sucre. Hein. Un enfant qui mange trop de sucre, et notamment qu'on laisse manger du sucre quand il veut, il fabrique de l'alcool, il dort mal, il a des visions, il peut voir dans l'astral, il peut voir des morts, il peut voir des fantômes, des choses comme ça, il peut passer des nuits abominables, les parents ne comprennent absolument pas, mais les mêmes parents, eux aussi, mangent du sucre, eux aussi sont… qu'est-ce qu'on peut faire quand nous-mêmes, on n'éduque pas ces enfants? Nos enfants nous éduquent, il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que les enfants nous renvoient l'image de nous-mêmes. Si, au départ, on ne mange pas de sucre, nos enfants ne vont pas manger de sucre. Si on mange du sucre, nos enfants vont manger du sucre. C'est comme ça. Vous avez une famille qui est obèse, vous regardez les comportements d'obésité de la maman, du papa, du petit, de la petite, etc. Ce sont des habitudes alimentaires familiales. Il n'y a pas d'obésité congénitale à ce niveau-là. Ce n'est pas une maladie. Simplement, c'est des gens qui n'ont pas conscience de certaines choses, ils n'ont pas pris conscience de ça et ne savent pas les dégâts que ça peut faire. Bien, pour les écrans, c'est la même chose. Les parents qui regardent 6 heures d'écran au boulot plus 3 heures le soir, il ne faut pas qu'ils s'attendent à avoir des enfants très calmes. Ils vont avoir aussi des enfants qui regardent des écrans et des enfants hyperactifs et des enfants en colère et des enfants rois qui seront dans la civilisation de l'image, ingérables, qui ont tout sauf l'essentiel. Je réponds un peu longuement à ta question, Corinne, mais tu vois, ces addictions sont des addictions beaucoup plus insidieuses, hein, beaucoup plus difficiles à juguler, à comprendre, enfin à juguler. L'hyperactivité, c'est pas si difficile que ça. Hein. Nous, on a une petite fille à la maison qui est la fille donc, de ma compagne. Et donc, elle souffre de l'absence de son père. Et quand elle est arrivée chez moi, elle avait 2 ans. Elle était très, 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 très mal. Et maintenant, elle a 12 ans et elle va très, 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 très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, pendant tout ce temps, elle a été dans les familles de son père et la famille
de sa mère sont des agriculteurs, des éleveurs. Elle a été passer toutes ses vacances dans la ferme, dans des fermes différentes. Elle a été au contact des animaux. Nous, on l'a élevée normalement en essayant d'être des adultes normaux, mais rien de spécial, hein, pas plus que ça, sauf qu'on ne crie pas, on ne garde pas des écrans pendant des heures, on fait du tai chi, etc. Mais l'essentiel, je crois que c'est le contact avec les animaux pour elle, d'avoir pu courir librement, d'être dans des prés avec des vaches, sans qu'on lui interdise de rester pendant des heures dans ces prés assise dans un coin avec des vaches. Moi qui suis relativement citadin, ça me foutait la trouille. Mais Lucie, qui est née là-dedans, elle comprenait très bien qu'elle risquait rien. Et je pense que les vaches lui ont énormément apporté comme équilibre. Bon, alors là, c'est un problème parce que les enfants trop équilibrés sont très mal adaptés aux écoles publiques. Et une formation qui s'appelle l'Emniscate Processus, qui dure 3 ans. On apprend à reconnaître son tempérament. C'est fait pour ça. Comme première étape de connaissance de soi, c'est au moins savoir de quoi est fait son ADN. Hein, reconnaître d'où on vient du point de vue héréditaire. Et puis après, apprendre à lire aussi dans nos comportements, si on est plutôt instinctif, émotionnel, mental, quelle est notre recherche spirituelle au travers de nos chocs. Et ça, c'est l'énéagramme qui va nous l'apprendre. On étudie aussi l'énéagramme spirituel après. C'est passionnant. Voilà. Oui, ça a l'air. Mars. Et le 23 janvier, il y a une journée de méditation qui est ouverte à tout le monde. Voilà, une grande journée qu'on passera en formation. Ce sera une formation, puisqu'on a droit aux formations. D'accord. Et j'ai pas compris. Il faut avoir une attestation de déplacement, il y a écrit dessus? Non, par contre, il vous faut vous inscrire avant le 20. Oui. On nous envoie, nous, un certificat de formation. Voilà. Ah, d'accord. Voilà. Après, on respecte les gestes barrières quand on est ensemble et on est en formation. On a déjà fait des formations de massage, de martial, comme ça. Et donc maintenant, de médite et puis l'impro en mars. Comme on a le Datadoc, on est datadocké, donc on a cette possibilité de faire des formations. Cette journée de méditation sera 20 € la journée. C'est une petite participation pour que tout le monde puisse venir. Voilà, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde. Voilà. Bonne soirée.